Je vais à présent passer la parole à Madame Catherine Pignon, procureure générale près la Cour d'appel de Bordeaux, pour qu'en tant que magistrat du parquet, elle donne son opinion à propos de ces propositions et de ces modèles possibles. Merci. Je souhaiterais pour ma part faire des observations sur deux des propositions contenues dans le rapport du groupe de travail, deux propositions qui se situent l'une et l'autre au deux bouts de la chaîne de la décision financière, la première au niveau macro-budgétaire et la seconde au niveau micro-budgétaire qui concerne les acteurs de terrain tels que peuvent l'être les chefs de cour dans ce processus de décision financière. La première proposition à laquelle je me réfère est la proposition numéro 18. Le groupe de travail s'est en effet penché sur la question du réaménagement de l'architecture budgétaire de la mission justice dans le souci d'une meilleure prise de décision financière dans l'attribution des crédits votés par le Parlement. Dans ce cadre, la proposition qui est faite dans le rapport vise donc à distinguer deux missions justice au lieu d'une, toutes deux placées sous la responsabilité du ministre de la Justice. L'une appelée justice judiciaire, qui regrouperait, je rappelle brièvement le contenu de la proposition, qui regrouperait les programmes actuellement concernant les crédits dévolus aux juridictions du fond, à la Cour de cassation, au Conseil supérieur de la magistrature, voire une partie des crédits octroyés à ce que nous appelons le programme de l'accès au droit et à la justice. Et puis à côté, une autre mission qui, elle, serait dénommée administration judiciaire, qui, quant à elle, regrouperait les crédits octroyés à l'administration pénitentiaire, la protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi les crédits qui relèvent du programme 301, c'est-à-dire le programme des moyens support du ministère de la Justice dans le domaine de la gestion des ressources humaines, de la fonction financière et de l'immobilier. Alors, c'est une proposition sur laquelle qui a été, il faut le dire, très consensuelle au sein du groupe de travail, à l'exception peut-être de la position de la Conférence nationale des procureurs généraux, qui a émis un tempérament. Je vais vous exposer la réflexion qui a été la sienne. J'entends bien que cette mesure aurait pour vocation de permettre plus facilement l'identification de crédits qui seraient susceptibles de faire l'objet, par exemple, d'une exemption de mesures de régulation budgétaire. Encore que, ainsi que l'a rappelé monsieur le député Hetzel, tout est affaire de volonté politique et de poids du ministre. Pour autant, cette proposition conduit à se poser deux questions. La première question est de savoir si cette séparation de l'actuelle mission au nom d'une spécificité de la justice judiciaire garantirait une meilleure reconnaissance de ses besoins. Et la seconde est de savoir si les besoins de l'autorité judiciaire peuvent s'analyser uniquement dans des besoins regardant le fonctionnement des juridictions. Cette redistribution, elle conduit en effet à s'interroger sur le périmètre que l'on assigne aux missions de l'autorité judiciaire. J'évoque par là, bien sûr, les principes directeurs de la LOLF, qui assignent à une mission un ensemble de programmes qui concourent à une même politique. Il y aurait ainsi, d'une part, une mission répondant à la mise en œuvre d'une politique publique concernant le fonctionnement des juridictions et une autre mission concernant les autres politiques publiques de la justice. Il me semble à moi personnellement que l'autorité judiciaire ne s'évince pas complètement de ces autres politiques publiques. C'est peut-être ici d'ailleurs le lieu de dire que l'indépendance de l'autorité judiciaire, entendue comme son identité propre et profonde, s'éprouve ou se vérifie au travers de la force et de l'équilibre des liens qu'elle est conduite ou qu'elle est en mesure de mettre avec l'environnement qui est le sien. L'autorité judiciaire paraît en effet concernée par un certain nombre de chantiers transversaux actuellement conduits au ministère. Certains nous ont été annoncés récemment: la transition numérique, la simplification de la procédure pénale, le développement de la médiation judiciaire.
Parmi ces missions, les missions dont sont en charge et l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse, nous sont apparus participer de manière essentielle aux politiques judiciaires conduites par les juridictions, non seulement à leur politique judiciaire, mais également à l'effectivité des décisions qu'elles rendent dans des domaines, on l'a dit, qui touchent à la privation de liberté, s'agissant notamment de l'administration pénitentiaire. Est-ce que l'on peut alors les considérer comme des missions périphériques, comme missions de l'autorité judiciaire? C'est une question que nous devons nous poser. L'évolution vers la judiciarisation demeurant de la prise en charge des personnes condamnées se traduit notamment par l'action étroite des magistrats en charge de l'exécution et de l'application des peines avec celle des services pénitentiaires d'insertion et de probation, et la plainte qui est celle des juges d'application des peines comme des magistrats d'exécution des peines porte précisément sur l'insuffisance des moyens qui sont à leur disposition au niveau de l'administration pénitentiaire. Je soulignerai juste, pour évoquer cette proximité entre ces missions, les termes mêmes qui sont choisis pour désigner les indicateurs de performance des programmes de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse. On y parle de quoi? On y parle d'indicateurs d'activité tenant aux personnes placées sous main de justice. Il me semble que là, il y a quand même une résonance forte sur la grande proximité et interaction qu'ont entre elles les missions justice judiciaire et administration pénitentiaire. Ce constat impose, à mes yeux, une grande synergie au plan stratégique entre les différentes directions du ministère qui sont, je l'ai dit, nécessairement en interaction entre elles. Et il convient de se poser la question de savoir si, oui ou non, elle serait mise à mal par une mise à distance, finalement, des différents programmes répartis dans deux missions distinctes. L'autre élément, me semble-t-il, qu'il faut peut-être considérer, c'est que le périmètre de cette nouvelle mission justice porterait quand même à l'intérieur de ce périmètre le poids massif du programme des juridictions judiciaires de fond. De telle sorte que le poids budgétaire de la Cour de cassation, comme celui du Conseil supérieur de la magistrature, étant relativement plus marginaux, alors cette situation limiterait tout de même fortement la marge de manœuvre et de redéploiement de crédit qui est offerte au Parlement. L'unité de vote, de vote budgétaire, c'est la mission. Le troisième point que l'on peut peut-être souligner dans cette réflexion, c'est également évoquer le risque de voir se rigidifier les arbitrages qui peuvent intervenir entre les programmes, parce que, je viens de le dire, on cloisonnerait ainsi le débat parlementaire entre les deux missions pour finalement ne cantonner les débats qu'entre les programmes de chacune des missions. Il a été rappelé que les services judiciaires ont pu bénéficier d'arbitrages à leur avantage. Je songe notamment à ceux intervenus l'an passé qui ont tout de même permis aux services judiciaires d'assurer le paiement des frais de justice pour ne conserver qu'une tension frictionnelle sur le montant des décharges à payer. Faut-il considérer que parce que l'arbitrage entre judiciaire et pénitentiaire a pu être défavorable au cours d'une période plus longue au service judiciaire, qu'il faut écarter tout principe d'arbitrage? Je ne suis pas sûre que le principe de réalisme puisse conduire à une telle conclusion. Je crois au contraire que la technique budgétaire est un instrument au service de décisions qui restent avant tout des décisions politiques. Voilà peut-être sur ce premier point, je serai assez brève, je vous l'indiquais, les quelques questionnements que je voulais vous exposer pour en venir au second point qui concerne la proposition 12 émise par le groupe de travail, le développement du contrôle de gestion dans toutes les juridictions en lien avec les SAR. Le rapport, effectivement, considère que l'autonomie de décision financière peut fort bien s'accommoder de ressources allouées par l'État dans la mesure où est laissée la possibilité de déterminer ses besoins et de participer à la décision. Elle suppose, et c'est là que je veux en venir, elle suppose une stratégie d'action et une capacité d'évaluation des besoins qui sont les siens.
Ce constat renvoie aux capacités de décision qui sont confiées aux responsables de terrain. J'évoquerai principalement les chefs de cour. Parce qu'au-delà des arbitrages budgétaires nationaux, il faut faire ce constat que, en même temps que le justiciable est effectivement en droit d'attendre un service public de la justice à peu près équivalent en tout point du territoire, les juridictions, quant à elles, sont soumises à des contextes et des attentes différents, en tout cas pas toujours équivalents, en différents points du territoire. Ce sont pourtant elles qui sont au cœur, bien sûr, de la mise en œuvre des réformes, mais également au cœur de la connaissance des besoins, d'ailleurs, et comme des capacités d'action sur leur ressort pour remplir leur mission, avec parfois une grande hétérogénéité dans leurs partenaires, dans les compétences, dans les réseaux, dans les leviers qu'elles peuvent mobiliser pour exercer cette administration territoriale. Ce constat conduit donc à visiter l'outil de gestion qui est à la disposition des chefs de cour, que sont les services administratifs régionaux placés auprès de ces chefs de cour, et de se poser la question, en référence au constat dressé par le rapport, s'ils sont en mesure aujourd'hui d'offrir les moyens de construire cette stratégie d'action et cette capacité d'évaluation. Vous le savez, la création des services administratifs régionaux, SAR pour faire plus court, est relativement récente puisqu'ils ont 20 années à peu près d'existence, et c'est à cette époque qu'avait été fait le choix d'une gestion déconcentrée des juridictions. Cela a été rappelé ce matin, les chefs de cour sont ordonnateurs secondaires conjoints pour les dépenses et les recettes des juridictions de leur ressort, en lieu et place des préfets, à l'exception des dépenses et des recettes d'investissement. Ce n'est pas une exception négligeable. Leur signature peut être déléguée conjointement à un magistrat ou un fonctionnaire de catégorie A de la Cour d'appel, et en pratique, ce sont les SAR qui les assistent quotidiennement dans cette gestion.